Ma fiancée a dit, je ne peux pas t'épouser. Je suis amoureuse de mon ex. J'ai répondu, message reçu. J'ai ensuite annulé le mariage, vendu l'appartement, déménagé de ville, et j'ai juste souri parce que son ex passionné l'a largué un mois plus tard. Les marque-places sont arrivées un mardi. Je m'en souviens parce que le soleil filtrait à travers la baie vitrée de l'appartement que nous avions acheté ensemble, illuminant les poussières d'encens dans l'air comme des paillettes d'or. Je venais de terminer d'assembler la dernière étagère IKEA, absurdement complexe, pour notre bibliothèque commune, un projet que j'avais repoussé pendant des mois. L'odeur de pain frais et de café flottait dans l'air. C'était un moment de paix parfaite, le genre qu'on marque mentalement comme un souvenir heureux. Camille était à la table de la salle à manger, une forteresse d'organisation de mariage. Des classeurs, des échantillons de tissus et un arc-en-ciel éparpillé de marque-places l'entouraient. Elle écrivait méticuleusement les noms dans son élégante écriture cursive. La seule chose que sa mère lui avait toujours dit qu'elle avait réussi avec beauté. « Regarde ça, Antoine, dit-elle en enlevant un. Monsieur et Madame Lefebvre, ça fait tellement officiel. » J'ai traversé la pièce, essuyant la sueur de mes mains sur mon jean et les embrassé sur le haut de la tête. Ses cheveux sentaient son shampoing, noix de coco et vanille. C'est officiel. Dans 2 semaines. On y est presque. Elle a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. J'avais remarqué cela souvent ces derniers temps, un regard lointain, une préoccupation que j'avais mise sur le compte du stress pré-mariage. J'étais architecte. Je comprenais le stress. Je pensais que c'était juste la pression de finaliser une centaine de détails différents. Je pensais, dit-elle, sa voix un peu trop légère. On devrait peut-être avoir une table séparée pour les enfants après tout. Les jumeaux de ma cousine sont très énergiques. Ce que tu penses être le mieux, chérie. Tu es la PDG de l'opération oh oui, je le veux. Je vais nous faire un peu plus de café. C'était ça, notre vie. Les silences confortables, les projets partagés, les taquineries douces. Nous avions construit cela, l'appartement, l'avenir, le « nous ». Pendant 3 ans, ça avait été la construction la plus solide de ma vie. Cette nuit-là, la solidité s'est transformée en sable. J'étais au lit en train de lire un roman sur ma tablette quand elle est entrée. Elle avait été silencieuse toute la soirée, prétextant un mal de tête. Elle ne s'est pas préparée pour dormir. Au lieu de cela, elle s'est assise sur le bord du matelas, le dos tourné vers moi, le poids de son corps faisant grincer les ressorts. « Antoine, dit-elle, sa voix petite et tendue. Il faut qu'on parle. » J'ai posé la tablette. Mon cœur a fait un petit raté, le genre que l'on ressent quand on anticipe une chute soudaine dans des montagnes russes sans savoir qu'on y est. D'accord, qu'est-ce qui se passe? C'est encore la coordinatrice du lieu? Est-ce que je dois y aller? Non, ce n'est pas la salle. Elle a pris une inspiration courte et saccadée. C'est tout. Je me suis redressé, m'appuyant contre la tête de lit. Que veux-tu dire par tout? Parle-moi. Elle s'est tournée, et dans la faible lumière de ma tablette, j'ai vu que son visage était mouillé de larmes. Mon premier instinct fut de la prendre dans mes bras, de la réconforter. Je me suis retenu. Il y avait un mur là, invisible, mais palpable. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle chuchoté, les mots me frappant comme un coup physique. Je suis tellement désolé, Antoine. Je ne peux pas t'épouser. Le monde ne s'est pas brisé. Il s'est juste arrêté. Le bourdonnement du réfrigérateur s'est estompé. L'horloge sur la table de chevet est devenue silencieuse. Il n'y avait que le son de mon propre sang qui battait dans mes oreilles. De quoi parles-tu? Ma voix était étrangement calme. Est-ce que tu as juste les pieds froids? Parce que c'est normal, Camille. Tout le monde dit que c'est normal. Elle a secoué la tête, les larmes coulant plus vite maintenant. Ce ne sont pas les pieds froids. C'est mon cœur. Il n'y est pas, ai-je répété, la phrase me semblant étrangère et stupide sur ma langue. On a acheté un appartement ensemble. On a une assurance commune. On se marie dans 14 jours. Ton cœur a semblé être très présent pendant ces 3 dernières années. Je sais. Je le croyais, a-t-elle pleuré, sa voix montant en tonalité. Je pensais que je l'avais oublié. Vraiment. Mais chaque fois que je regarde ces marque-places, chaque fois que je goûte les échantillons de gâteaux,
Chaque fois que je choisis une chanson pour notre première danse, je ne pense pas à toi et moi. Je pense à lui. L'air a quitté mes poumons. Lui. Il n'y avait qu'un seul, lui, qui portait ce poids, Julien, l'ex-petit ami d'avant moi. Celui avec la moto et le sourire imprudent. Le fantôme que j'avais passé des années à exorciser patiemment. Julien, ai-je dit, le nom comme une malédiction dans le silence de la pièce. Elle a hoché la tête, une nouvelle vague de sanglots secouant son corps. Elle était l'image de la misère, mais tout ce que je pouvais ressentir était un engourdissement froid et envahissant. Il m'a recontacté il y a quelques mois, juste pour parler, disait-il, et on a recommencé à se parler et tout est revenu d'un coup. La passion, l'intensité. Ça n'a jamais été comme ça avec nous. Antoine, ce que nous avons est confortable. C'est sûr. Mais avec lui, je me sens vivante. Chaque mot était une coupe chirurgicale précise. Alors, ai-je dit, ma voix toujours monocorde, dénuée de la rage qui aurait dû être là. Laisse-moi vérifier. Pendant des mois, pendant que nous planifions notre mariage, réservions la salle, envoyions les invitations, achetions cet appartement, tu étais émotionnellement impliqué avec ton ex-petite amie. Ce n'était pas comme ça, insista TL, le refrain classique de la lâche. C'est juste arrivé. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je suis juste. Je suis tellement confuse. Je ne peux pas t'épouser quand je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Ce ne serait pas juste pour toi. L'hypocrisie était si vaste, si époustouflante que j'ai failli rire. L'injustice était le fondement de toute cette conversation. J'ai regardé autour de notre chambre à coucher, la photo de nous au Maroc sur la commode, le placard où ses vêtements pendaient à côté des miens, la pile de classeurs de mariage visible par l'embrasure de la porte. Tout ressemblait à un décor de théâtre, une fabrication fragile. L'homme que j'étais 2 minutes auparavant aurait supplié. Il aurait énuméré tous nos heureux souvenirs. Il aurait promis d'être plus passionné, moins sûr. Il se serait battu pour elle. Mais cet homme était parti, démantelé par 6 phrases. Je l'ai regardé, cette femme qui pleurait parce qu'elle était celle qui se brisait le cœur en me trahissant. J'ai vu tout le récit pathétique qu'elle s'était construit. L'héroïne tragique déchirée entre le sécurisant et fiable Antoine et le passionné et excitant Julien. Et j'en avais fini d'être un personnage dans son histoire. J'ai balancé mes jambes hors du lit et me suis levé. Je me sentais incroyablement calme, le genre de calme qui vient après un diagnostic, quand le pire a été confirmé et qu'il ne reste plus que le traitement. D'accord, ai-je dit. Elle me fixa, ses sanglots s'arrêtant en hoquet. D'accord, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je comprends, ai-je dit, marchant vers la porte. Tu es amoureuse de Julien. Tu ne peux pas m'épouser. Le message est reçu. Antoine, attends. Elle se précipita hors du lit. Tu ne vas rien dire d'autre? Tu n'es pas en colère? Crie-moi dessus, quelque chose. J'ai fait une pause dans l'embrasure de la porte, ma main sur le cadre. Je l'ai regardée, la confusion stupéfaite sur son visage inondé de larmes. Elle s'était attendue à du drame. Elle s'était attendue à une scène digne de sa grande tragique affaire. Je ne lui ai rien donné. Que voudrais-tu que je dise, Camille? Tu as été très clair. Tu penses que ce que nous avons construit est confortable. Tu penses qu'il te fait te sentir vivante. Je ne vais pas te supplier de voir la valeur d'une vie que tu as déjà décidé de jeter. Je me suis retourné et j'ai marché dans le couloir vers la chambre d'amis, le sol frais sous mes pieds. Derrière moi, j'ai entendu un cri étouffé, mais je n'ai pas regardé en arrière. La première phase était terminée. La démolition avait commencé. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans le fauteuil de la chambre d'amis, regardant l'horloge numérique sur la table de chevet passer de 23h59 à minuit. Mon jour de mariage était maintenant dans 13 jours. La pensée n'était plus une source de joie, mais un simple problème logistique à résoudre. L'engourdissement initial s'était estompé, remplacé par une clarté froide et cristalline. Il n'y avait pas de place pour le chagrin. Le chagrin était un luxe pour une future version de moi. La version actuelle avait un projet à gérer, le démantèlement systématique d'une vie. À 7h01 du matin, j'ai entendu la porte de la chambre principale s'ouvrir et le bruit de la douche qui coulait. J'ai attendu qu'elle s'arrête, puis je suis sorti. Camille était dans la cuisine, les yeux bouffis et rouges, serrant une tasse de thé. Elle me regardait,
une question silencieuse flottant dans l'air. As-tu changé d'avis? Vas-tu te battre pour nous? Je suis passé devant elle jusqu'à la cafetière. Je ne l'ai pas regardée. Antoine, commença-t-elle, sa voix fragile. J'ai des appels à passer, ai-je dit, mon ton aussi neutre que si j'avais dit, j'ai besoin de faire la vidange. J'ai versé mon café, suis entré dans mon bureau à domicile et j'ai fermé la porte. Le premier appel a été le plus difficile. Ma mère a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix joyeuse. Antoine, bonjour, mon chéri. Juste en train de finaliser la liste des invités pour le dîner de répétition avec ton père. J'ai pris une respiration. Il n'y avait pas de bonne façon de faire ça. Maman, le mariage est annulé. Un temps de silence stupéfait. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire annulé? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à la salle? Un incendie? Non. Camille est amoureuse de quelqu'un d'autre. Son ex, Julien. Elle ne peut pas aller jusqu'au bout. Un autre silence, plus long cette fois. J'ai pu entendre le son de son monde en train de se recalibrer. Oh mon garçon. Oh Antoine. Je suis tellement désolé. Où es-tu? Ça va? On veut venir te voir? Ça va. Je suis à la maison. Et non, s'il vous plaît, ne venez pas. J'ai beaucoup à gérer. On peut t'aider, chérie. On peut, maman, ai-je dit, ma voix ferme, ne laissant aucune place à la discussion. J'ai besoin que tu le dises à papa. Et j'ai besoin que vous me laissiez gérer ça à ma manière. Il n'y a rien à discuter. C'est fini. J'ai raccroché, la finalité des mots s'installant dans la pièce. Puis j'ai ouvert le tableur maître du mariage, mon chef-d'œuvre de gestion de projet hyper organisé et codé par couleur, et je me suis mis au travail. Les appels ont commencé. J'étais une machine et mon script était brutalement efficace. Appel à la coordinatrice du lieu, Evelyne. Evelyne, c'est Antoine Leroy. Concernant la réservation du 15, je dois annuler. Oui, le mariage. La mariée est amoureuse de son ancien partenaire. Non, il n'y a pas de report. Veuillez m'envoyer par email la facture finale pour les frais d'annulation. Merci de votre compréhension. Clique appel au traiteur. Bonjour, ici Antoine Leroy. J'annule la commande pour le 15. L'événement est annulé. La raison? Différence irréconciliable du cœur. Juste les frais d'annulation. Veuillez me les envoyer par email. Clique appel à l'orchestre. Oui, bonjour. Antoine Leroy. Vous êtes engagé pour mon mariage le 15. Considérez-vous comme désengagé. La mariée a annulé. Oui, c'est une situation merdique. Envoyez la facture. J'étais impitoyablement, chirurgicalement honnête. J'ai utilisé les mots « annulé » et « amoureuse de son ex » comme un scalpel, coupant court à toute gêne ou pitié potentielle. Ma franchise était un bouclier. Elle anticipait leurs questions et dépouillait la situation de son drame, la réduisant à une simple transaction, un événement annulé avec les coûts associés. Vers midi, je suis sorti pour prendre un verre d'eau. Camille était sur le canapé, enveloppée dans une couverture, son téléphone à la main. Elle avait l'air complètement déconcertée. L'orchestre vient de m'envoyer un SMS, dit-elle, sa voix creuse. Ils ont dit qu'ils étaient désolés d'apprendre l'annulation. Comment sont-ils déjà au courant? Je leur ai dit, ai-je dit, remplissant mon verre d'eau. Tu leur as dit. Qu'est-ce que tu as dit? La vérité. Je me suis tourné pour la regarder, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de quelque chose au-delà du regret dans ses yeux. La honte. J'ai dit, la mariée est amoureuse de son ex-petit ami, Julien, et le mariage est annulé. Cela semblait être le moyen le plus efficace d'éviter la confusion. Son visage s'est froissé. Tu n'avais pas à leur dire ça. Tu m'humilies. Un sourire froid a effleuré mes lèvres. Non, Camille, tu t'es humilié toi-même. Je gère juste la logistique. Je suis retourné au bureau. L'appel suivant était destiné à une agente immobilière que je connaissais professionnellement. J'ai mis l'appartement en vente, tel quel, meublé. Je voulais qu'il soit vendu rapidement. Puis j'ai appelé une entreprise de garde-meubles et en ai réservé un pour mes effets personnels, les livres, les outils, les choses qui étaient à moi avant elle.
J'ai travaillé jusqu'à ce que le ciel à l'extérieur de ma fenêtre passe du bleu au noir. Quand je suis sorti, l'appartement était silencieux. Camille était partie, probablement chez une amie ou chez Julien. Peu importait. Je me suis tenu dans le salon, la scène de la destruction de la nuit dernière. Les marque-places étaient toujours sur la table. J'en ai ramassé un, monsieur et madame Lefebvre. Je ne l'ai pas écrasé. Je l'ai simplement laissé tomber dans le bac de recyclage. Ce n'était plus que du papier maintenant. Le chagrin était là. Un vaste océan sombre attendant sous la glace sur laquelle je me tenais, mais je ne le laisserai pas passer. Pas encore. Pour l'instant, il n'y avait que la tâche suivante, l'appel suivant, la prochaine boîte à emballer. Je disparaissais pièce par pièce d'une vie qui m'avait déjà effacé. J'ai emménagé dans un appartement temporaire la semaine suivante. Le silence y était différent. Il était le mien, non souillé par son fantôme. Le chagrin a finalement percé la glace, et pendant quelques jours, je l'ai laissé faire. Je suis resté assis dans le noir. Je ne me suis pas rasé. J'ai mangé des plats à emporter. Je me suis permis de ressentir le poids écrasant de la trahison. Et puis, quand j'ai eu fini, je me suis levé, j'ai pris une douche et je me suis remis au travail. La vente de l'appartement s'est déroulée à un rythme brutal. Je l'ai mis en vente à un prix bas pour qu'il parte, et il a été vendu en moins de 10 jours. Le profit, après le remboursement du prêt, a été partagé en deux. J'ai transféré sa moitié sans un mot. C'était le dernier lien financier entre nous. Mon cabinet avait des bureaux dans toute la France. J'ai demandé une mutation pour la branche de Bordeaux, une ville que j'avais toujours aimée, mais que Camille avait jugée trop provinciale. Ils ont accepté. J'ai utilisé ce qui restait de mon fonds pour notre lune de miel pour un acompte sur un loft moderne avec vue sur la Garonne. J'ai bloqué le numéro de Camille. J'ai supprimé mes comptes de réseaux sociaux et en ai créé de nouveaux privés. J'étais un fantôme et je construisais un nouveau repère à 800 km de distance. L'information sur sa chute ne venait pas d'elle. Elle venait au compte-gouttes d'une seule amie commune rongée par la culpabilité, Sophie, que j'avais oublié de bloquer. Sophie, 3 semaines après mon déménagement, salut Antoine, j'ai entendu dire que tu avais déménagé. J'espère que tu vas bien. C'est le chaos ici. Camille et Julien ont tenu environ un mois. J'ai lu le SMS. Je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas répondu. Sophie, une semaine plus tard, Julien lui a dit qu'il n'était pas fait pour la monogamie. Il a dit que tout le drame de « voler une fiancée » était la partie excitante. Maintenant que c'est réel, il s'ennuie. Il sort déjà avec quelqu'un d'autre. Une partie de moi, le vieil architecte, a apprécié l'ironie. La fondation pour laquelle elle m'avait quitté n'était pas seulement fragile. Elle était inexistante. C'était un homme qui prospérait sur le plan d'une aventure, pas sur la construction d'une vie. Sophie, un mois plus tard, Camille est un désastre. Elle a dû retourner vivre chez sa mère. Beaucoup de gens sont en colère contre elle. Elle a perdu une tonne d'argent sur les trucs du mariage que tu n'avais pas annulés. J'ai finalement tapé une réponse, moi, Sophie, j'apprécie que tu penses à moi, mais ce qui se passe dans la vie de Camille ne m'intéresse plus du tout. S'il te plaît, ne me donne plus de nouvelles. J'espère que tu vas bien. J'ai bloqué son numéro. Le robinet était fermé. Le karma était parfait, et elle en était entièrement l'auteur. Elle avait été jetée, tout comme elle m'avait jeté. La passion et l'intensité qu'elle recherchait l'avaient réduite en cendres. La vie confortable et stable qu'elle avait méprisée était exactement ce dont elle avait désespérément besoin maintenant. Sa réputation était en lambeaux. Ses finances étaient en désordre, et elle vivait dans sa chambre d'enfant, entourée des fantômes de ses propres terribles décisions. Je me tenais sur le balcon de mon loft à Bordeaux, respirant l'air vif et frais. Les toits de la ville et les quais étaient une silhouette tranquille contre un coucher de soleil orange flamboyant. En dessous, les lumières de la ville commençaient à scintiller. Chacune une possibilité que je n'avais pas eue auparavant. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucun, je te l'avais dit, triomphant. Le sentiment était plus profond que cela. C'était une indifférence complète et totale. Sa souffrance n'était pas ma victoire. Ma victoire, c'était cette vue, cette paix, cette nouvelle vie construite sur le terrain solide de ma propre valeur. Un terrain qu'elle s'était montré indigne de partager. Le chaos était le sien. Le silence était le mien, et je préférais le silence.
Le silence dans ma nouvelle vie était un baume. Je l'ai rempli des sons d'une ville que j'apprenais à aimer. Le sifflement lointain d'un train, le bourdonnement de la circulation du centre-ville, le vent sifflant. J'ai construit une nouvelle routine. J'ai rejoint une salle d'escalade. J'ai commencé à sortir sans engagement avec une femme de mon immeuble qui était intelligente, drôle et qui n'avait aucun lien avec le désastre que j'avais laissé derrière moi. Ma paix était ponctuée par les explosions lointaines et étouffées de l'effondrement de Camille. Mon nouveau numéro était une forteresse, mais elle a trouvé des fissures dans les murs que j'avais construits. Cela a commencé 6 mois après mon départ. Numéro inconnu, 22h04. Salut, c'est Camille. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'ai vu une photo de Bordeaux sur le Facebook de ta mère, et ça m'a fait penser à ce voyage dont on avait parlé. J'espère que tu vas bien. J'ai fixé le SMS, l'audace de celui-ci, le ton décontracté et nostalgique, comme si elle était une vieille amie de colonie de vacances qui prenait des nouvelles. Elle testait le terrain, voyant si le pont était encore là. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Il n'y avait pas de pont. Il y avait un canyon et j'étais de l'autre côté. 2 semaines plus tard, mon téléphone a vibré avec un message vocal d'un autre nouveau numéro. Contre mon meilleur jugement, je l'ai écouté. Sa voix était embrouillée par les larmes, une tristesse dramatique et performative. Antoine, c'est moi. Mon Dieu, je ne sais même pas quoi dire. Julien, il était un monstre. Tu avais raison sur tout. Il m'a utilisé et puis il est juste parti. J'ai tout perdu. Nos amis, l'appartement, mon avenir. Je suis tellement seul. Je n'arrête pas de penser à notre cuisine et à la façon dont tu me faisais du café le matin. J'ai été une telle idiote. J'ai ruiné la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. S'il te plaît, tu peux juste me rappeler ? J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai ressenti une pitié clinique et lointaine, le genre que l'on pourrait éprouver pour un personnage dans un film déprimant. Elle ne s'excusait pas de m'avoir fait du mal. Elle se lamentait des conséquences auxquelles elle faisait face. Le café que je faisais, la stabilité que je fournissais, la vie que j'avais organisée lui manquaient. Je ne lui manquais pas. J'ai supprimé le message vocal. L'assaut suivant est venu par le biais d'une émissaire. Mon téléphone a sonné et l'écran affichait un nom que je n'avais pas vu depuis un an, Catherine, la mère de Camille. J'ai failli ne pas répondre, mais une froide curiosité a eu raison de moi. Marc, c'est Catherine. Son ton était le même que toujours. Sec, impérieux, assumant l'obéissance. C'est Antoine, Catherine, et à quoi dois-je cet honneur ? Elle a ignoré la correction. Nous devons parler de Camille. Elle est dans un très mauvais état. 7. Cet animal pour lequel elle t'a quitté l'a détruite. Elle ne mange pas. Elle ne dort pas. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, ma voix monocorde et dépourvue de toute vraie peine. Vous n'allez rien faire à ce sujet, a-t-elle exigé, sa voix montant. Vous l'aimiez autrefois. Un homme vrai montrerait de la compassion. Elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs, Antoine. Est-ce que vous ne vous souciez plus du tout d'elle ? C'était le moment crucial. Le piège était tendu. Si j'acceptais, je serais ramené dans le drame. Si je m'énervais, je prouverais que je m'en souciais toujours. J'ai choisi une troisième option. La vérité. Catherine, ai-je dit, ma voix calme et mesurée. Camille n'a pas fait une erreur. Elle a fait un choix conscient et soutenu de me trahir 2 semaines avant notre mariage. La personne que vous décrivez, celle qui ne mange pas et ne dort pas, fait face aux conséquences directes de ce choix. Son bien-être n'est plus ma préoccupation. Ça fait longtemps que ça ne l'est plus. J'espère qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin, mais ce ne sera pas de ma part. Au revoir. J'ai raccroché face à ces protestations bredouillantes, sachant que ce serait la goutte d'eau pour Camille. La logique calme et inattaquable était une arme qu'elle ne pouvait pas combattre. Elle lui refusait l'explosion émotionnelle dont elle avait besoin pour se sentir validée. Il a fallu moins de 24 heures pour que le masque tombe complètement. Un dernier SMS a flambé sur mon écran à partir d'un 3e numéro. Numéro inconnu. 23h47, tu es un bâtard froid et sans cœur. Tu ne m'as jamais vraiment aimé ou tu te serais battu pour moi. Tu as juste abandonné et tu t'es enfui. Tu es un lâche.
Je suis contente de ne pas t'avoir épousé. C'était ça. Les vraies couleurs flamboyantes d'un feu amer et hypocrite. Elle avait entièrement réécrit l'histoire. Dans son esprit, j'étais le méchant pour ne pas l'avoir supplié de rester après qu'elle m'ait dit qu'elle aimait un autre homme. J'étais le lâche pour ne pas m'être battu pour une relation qu'elle avait déjà torpillée. Je n'ai pas bloqué le numéro. J'ai simplement supprimé le message. Elle avait finalement montré la dernière carte de sa main, et c'était un joker. Il ne lui restait plus aucun pouvoir. Un an jour pour jour après avoir signé les documents de mutation initiaux, ma nouvelle entreprise m'a renvoyé dans mon ancienne ville, Lyon, pour une présentation client majeure. C'était la première fois que je revenais. La ville me semblait plus petite, comme un costume que j'avais dépassé. La présentation fut un succès. Alors que je rangeais mon ordinateur portable, mon téléphone a vibré. C'était mon avocat. Le dernier document final de la vente de l'appartement, un document fiscal que nous avions manqué, était prêt pour ma signature. Je pouvais le signer électroniquement ou passer à son bureau qui n'était qu'à quelques pâtés de maison avant mon vol. J'ai choisi de m'arrêter. Je voulais que chaque dernier fil soit coupé. En sortant de l'immeuble de bureaux élégants, le document à la main, j'ai ressenti un sentiment de clôture profonde. Le chapitre était officiellement et légalement terminé. J'ai décidé de prendre un dernier café à l'endroit où Camille et moi allions le dimanche, non pas par nostalgie, mais comme une sorte d'exorcisme. J'étais au comptoir en attendant ma commande lorsque j'ai senti une présence derrière moi. Une odeur familière de noix de coco et de vanille, maintenant aigrie par une note de cigarette froide. Antoine. Je me suis retourné. C'était Camille. Elle avait l'air fatiguée. Ses vêtements étaient à la mode, mais bon marché, une imitation fast fashion de son ancien style. Ses yeux avaient un air frénétique et affamé, et il y avait de nouvelles ridules autour de sa bouche. La femme vibrante que j'avais demandée en mariage avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus dur, de plus désespéré. Camille, ai-je dit, ma voix neutre comme si je reconnaissais une simple connaissance. Je n'arrive pas à croire que c'est toi, elle a serré la lanière de son sac à main comme une bouée de sauvetage. Ma mère a dit que tu étais en ville pour le travail. J'espérais te croiser. Je doutais que ce soit une coïncidence. Eh bien, nous y voici. On peut parler juste une minute, s'il te plaît? La supplique dans sa voix était à vif. J'ai regardé ma montre. Mon vol n'était que dans 3 heures. Je n'ai ressenti aucune anxiété, aucune colère, juste un désir las d'achever cette dernière affaire. Très bien, 5 minutes. Nous avons pris une petite table dans un coin. Elle serra son latte à 2 mains, comme pour se réchauffer. Tu as bonne mine, dit-elle, ses yeux me scannant. Je portais un costume bien ajusté. J'étais bronzé par les randonnées du week-end, et ma posture n'était plus celle d'un homme portant le poids d'une relation ratée. J'avais l'air de ce que j'étais, réussi et en paix. Merci. Tu voulais parler. La digue a cédé. C'était un monologue répété, plein de l'apitoiement que j'avais entendu dans son message vocal. Ma vie est un désastre, Antoine. Un désastre complet. J'ai perdu mon emploi. Je suis serveuse. Julien était un escroc. Il a vidé mes cartes de crédit avant de partir. Je vis chez ma mère et c'est humiliant. Je vois nos amis parfois et ils me regardent avec une telle pitié. Elle m'a regardé, ses yeux suppliants. J'ai tout perdu. Mon travail, mes amis, ma maison. Toi. Tu étais ma vraie vie. J'ai été une idiote. Une idiote effrayée et stupide. On peut recommencer, n'est-ce pas? On peut retrouver ce qu'on avait. J'ai pris une longue gorgée de mon café noir. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Laissez-la voir qu'ils n'avaient aucun effet sur moi. Camille, ai-je dit, ma voix calme et ferme comme un professeur expliquant un concept simple à un élève lent. Ce que nous avions est un souvenir, et pas un très bon. Tu vois, tu n'as pas seulement brisé mon cœur 2 semaines avant notre mariage. Tu m'as montré que la femme que j'aimais était une fiction. La vraie toi était capable d'une cruauté et d'un égoïsme que je n'aurais pas pu imaginer. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais j'ai levé la main, non pas durement, mais avec une finalité définitive. Et pour cela, ai-je continué, je suis en fait reconnaissant. Cela m'a forcé à construire une vie que j'aime vraiment. Une vie qui n'est pas construite sur la base fragile des caprices de quelqu'un d'autre. Je ne te déteste pas.
Je ne te souhaite aucun mal. Mais je ne pense pas non plus à toi. Tu es un dossier clos. Une leçon apprise. Des larmes de frustration maintenant, pas de tristesse, montèrent dans ses yeux. Alors c'est ça? Après tout, tu vas juste être ce robot froid et insensible? J'ai failli sourire. Non, je ressens beaucoup de choses. Je sens le soleil sur mon visage quand je fais de la randonnée. Je ressens la satisfaction d'un projet bien construit. Je ressens de l'enthousiasme pour mon avenir. J'ai juste choisi d'arrêter de ressentir quoi que ce soit pour toi. C'est un choix qui a amélioré ma vie de manière incommensurable. Je me suis levé, tirant mon sac de cabine sur mon épaule. J'ai placé un billet de 10 € sur la table pour mon café. J'ai un avion à prendre. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Camille, mais ce ne sera pas avec moi. Au revoir. J'ai tourné et suis sorti du café, la laissant assise là, petite et vaincue. Je n'ai pas regardé en arrière. L'air de Bordeaux m'attendait, et l'Atlantique m'appelait à la maison. Elle était déjà un fantôme, et j'avais cessé de croire aux fantômes il y a longtemps. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-le dans les commentaires.